Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous. En saluant toute l'équipe au micro ce soir, Valérie Beau, qui écrit le nom de... Klossman. Bonsoir à toi. Bonsoir, ravi d'être là. Il y avait longtemps que l'on n'avait pas entendu son nom à Homo Micro, Antoine Duvignal, qui fait son retour ce soir. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous, content de vous retrouver. Et ce soir, je reviens à mes premières amours, c'est-à-dire que ce sera une chronique historique. Son nom marque toujours les esprits. Nicolas Rividi pour le plus de l'actu. Salut. Bonsoir Brahim, merci pour ce lancement fanfaronnant que je ne mérite pas. Ce soir, dans le plus de l'actu, eh bien, on parlera harcèlement à l'école. Tout un sujet, c'est vraiment l'actualité du moment, malheureusement. Avec nous, le spécialiste son. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous, et puis écoute, toutes même, à toutes et à tous. Oui, je suis très heureux de faire cette émission. Ce soir, on a un petit nouveau avec nous, c'est même très intéressant. Je vais vous présenter Mathieu. C'est la première fois qu'il prend le micro et on le sent un peu, mais on verra par la suite. Il sera donc il ne sera pas du tout intimidé. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Et on démarre avec Annabelle qui abandonne sa chronique pour un invité de marque. Bonsoir Annabelle. Bonsoir à toutes et tous. Et oui, ce soir, nous recevons un invité de marque, Frédéric Potier, illustre allié de la cause LGBT+, et que j'aurai le plaisir d'interviewer avec Brahim. C'est un plaisir vraiment. Alors, une chose, avant de parler de ton travail sur la lutte contre les discriminations LGBT+, et ton actu du moment, tu vas donc enchaîner, Annabelle ? Oui, tout à fait. Alors, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler de ton travail sur la lutte contre les discriminations LGBT+, et ton actu, un livre, on verra à la fin, je te propose de te tirer le portrait. J'ai peur. Frédéric, tu as 41 ans, préfet atypique comme tu aimes à dire, diplômé de Sciences Po Bordeaux et de l'ENA, tu as été chef de bureau des affaires politiques et des libertés publiques au sein du ministère de l'Outre-mer, directeur de cabinet de préfet de la région Centre, puis chef du bureau des élections au sein du ministère de l'Intérieur. Et c'est pas tout. En 2012, tu entres au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. 2014, conseiller technique Outre-mer au sein du cabinet des premiers ministres Manuel Valls, puis Bernard Cazeneuve. 2017, tu es nommé préfet en mission de service public et délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA. Depuis février 2021, tu es délégué général à l'éthique et à la conformité au sein du groupe RATP. C'est pas tout. Tu es en parallèle co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Également, co-auteur de 5 ouvrages, avec ton dernier essai, Pierre Mendès France, La foi démocratique, édition bouquin. On y reviendra en fin d'interview. Ça y est, le décor est planté. Prêt pour l'interview ? Oui, j'ai aussi un petit garçon de 9 ans, une fille de 7, une femme et un chat. Voilà, comme ça, vous savez tout. Très bien. Alors, comme à mon habitude, je vais commencer par ma marotte, la genèse d'un parcours, d'un projet. Alors, cher Frédéric, peux-tu nous raconter comment es-tu passé des bureaux de Matignon à la DILCRA? Ton leadership, ton humanisme peut-être a fait la différence? Mais alors pas du tout, c'était vraiment le hasard complet. Il se trouve que mon prédécesseur à la DILCRA avait démissionné, donc je l'ai remplacé et j'ai fait pendant 3 ans et demi ce poste fabuleux à la DILCRA, à la pointe des valeurs républicaines, des droits humains, d'état de droit, combattre tous les racistes, tous les antisémites, tous les homophobes. Moi j'étais très heureux de faire ça. Et aujourd'hui, je suis à la RATP parce que la RATP est venue me chercher. Donc voilà, moi je suis pas du tout un homme avec un plan de carrière défini, un truc qu'on déroule comme ça. C'est des opportunités qui vous tombent dessus. Le hasard des rencontres, le hasard de la vie. Et moi, je crois qu'il faut les saisir et les utiliser à fond et s'engager dans ce qu'on fait. Voilà, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de grand architecte de l'univers qui aurait programmé tout ça pour moi. Alors en 2020, Frédéric Potier, tu coordonnes l'élaboration du plan national d'action pour l'égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, 2020-2023. En bref, un plan Marshall contre les LGBT+, phobie.
Est-ce qu'on observe aujourd'hui des effets positifs de ce plan à l'échelle nationale ? Oui, alors on vit un moment un peu paradoxal puisque on a à la fois une augmentation de la visibilité, une augmentation, je pense, moi, de la tolérance et de l'acceptabilité de l'homosexualité en général dans la vie française, mais on a aussi des mouvements de rejet, et des mouvements de rejet durs, avec des violences, des discriminations, et c'est un peu la tension du moment, c'est-à-dire qu'il faut mesurer d'où on part, mais il faut mesurer aussi ce qui nous reste à accomplir. Et donc ce plan qui a été lancé avec Elisabeth Moreno, tu l'as dit, en 2020, c'était à la fois un plan ambitieux, parce qu'il y avait une centaine de mesures, avec des formations, des guides, une chaire universitaire, des choses très concrètes. Et en même temps, on se dit, dès qu'il y a une agression dans la rue, etc., je me dis, mais il faudrait faire tellement plus. Donc, à la fois un sentiment de fierté par rapport à ce qu'on a accompli, surtout quand on compare avec d'autres pays. Il faut se le dire franchement. La Hongrie, la Pologne, les États-Unis sous Trump. Il ne faut pas croire que tous nos combats, comme ça, il y a un effet cliquet qui ferait qu'on ne reviendra jamais en arrière. On a quand même un candidat à la présidence qui veut rétablir la peine de mort, quoi. Et supprimer le permis à points. Je sais pas comment il faut hiérarchiser tout ça. mais voilà, donc avancer en bon ordre et surtout faire des choses très concrètes. Annabelle ? Toujours quand tu étais à la DILCRA, donc tu es un homme de conviction, passionné par ton travail, jusqu'à mouiller ton maillot, le maillot de sportif, car tu as participé au Gay Games en Paris en 2018. Alors, tu peux nous raconter un peu cette expérience ? C'était un moment incroyable. Moi, j'ai couru un 10 km au bois de Vincennes avec, une centaine de coureurs de tous âges. Et c'était, ces Gay Games, je le dis franchement, avec un peu d'émotion dans la voix, parce que ça a été un grand moment. Je pense à la cérémonie d'ouverture au stade Jean Bouin. Je pense aussi à la cérémonie de clôture devant l'hôtel de ville, qui était vraiment juste incroyable. Moi, j'étais là avec mon épouse qui découvrait aussi tous ces gens, tous ces présidents d'assaut qu'elle connaissait pas trop. Et on s'est dit, on vient à un petit spectacle comme ça. On s'est dit, ça va être... la fête de l'école plus, quoi. Et en fait, c'était incroyable. Moi, j'ai été vraiment bluffé. Et pendant cette semaine de jeu, il y a eu beaucoup d'émotions. Moi, je me souviens des épreuves de danse avec des couples de même sexe. Je me souviens de la natation synchronisée aussi. Donc, le fait que moi, je cours un 10 km avec un maillot, c'était complètement anecdotique. Mais le fait, par contre, qu'on ait des ministres sur place, qu'on ait des pouvoirs publics associés à cet événement, c'était très fort. Et moi, j'ai passé des moments vraiment humainement incroyables. On reste toujours dans le sport avec le foot. Alors tu as été aussi un fervent défenseur de l'arrêt des matchs en cas d'injures racistes ou homophobes. Je le suis toujours. Et selon toi, faudrait-il faire vraiment... qu'est-ce qu'il faut faire pour un peu décomplexer le foot sur le sujet des LGBT+ phobie ? Parce que c'est un lourd travail qui n'est toujours pas résolu. Ouais, c'est un immense travail avec... parfois une mauvaise foi évidente. Moi, je me souviens avoir claqué la porte d'une réunion au ministère des Sports parce qu'on avait un sociologue qui nous disait que enculé, c'était pas une insulte, quoi. Ouais. C'était pas une insulte homophobe, c'était pas une insulte sexiste, etc. Et donc j'ai claqué la porte, c'est la seule fois de ma carrière. Et je crois que tant qu'on n'aura pas compris ça, en fait, on n'aura rien compris. Mais il y a quand même des bonnes surprises, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec les supporters, les clubs de supporters qui ont beaucoup de mal quand même à comprendre que insulter les joueurs ne fait pas gagner une équipe. Voilà. Mais par contre, les joueurs parfois réagissent. On l'a vu sur le racisme avec le PSG, notamment. Je crois que c'était Kylian Mbappé qui avait poussé à l'arrêt d'un match parce qu'un entraîneur adjoint s'était fait insulter par un arbitre. Je crois que c'était un match en Turquie. Ça, c'est des trucs très concrets. Et quand vous arrêtez un match de Champions League ou quand vous arrêtez un match de D1 avec les droits télé qui vont avec, ça, tout le monde comprend. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que la réaction, elle est là. Et je pense que tant qu'on n'aura pas des joueurs ultra impliqués, tant qu'on n'aura pas des équipes qui ont pleinement conscience de leurs responsabilités, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et c'est pas juste des déclarations de délégués intermissables, de ministres qui suffisent. Voilà. Et vivement un jour un joueur pro, homme ou femme sur le terrain. Et oui, 100 fois oui. Moi, j'ai beaucoup essayé de faire avec notamment Johan Lemaire, avec l'association Foot Ensemble, ou avec... plein d'autres associations, avec Herman Embourguet, qui est un ami qui préside l'association Sportitude. Mais oui, ça c'est un tabou, c'est un grand tabou dans le foot français, dans le foot international. Et je pense que tant qu'on n'aura pas franchi cette barrière-là, ça montrera toujours qu'on n'a pas passé de l'autre côté de l'acceptation. Ouais. Annabelle ? Alors, on a parlé de la DILCRA et de ton combat contre les discriminations, l'antisémitisme, le racisme. Et ça continue encore aujourd'hui, mais avec d'autres missions, car depuis le 12 février 2021, tu es délégué général à l'éthique et à la conformité à la RATP.
En quelques mots, en quoi consiste ton travail au sein de cet énorme groupe de près de 60 000 collaborateurs à travers le monde ? Alors c'est un titre un peu ronflant comme ça, éthique et conformité. En fait c'est très simple, moi je suis en charge de toutes les questions de discrimination, de laïcité, de violences sexistes, sexuelles, tout ce qui est promotion aussi de la diversité et de la féminisation. Et donc moi j'ai la chance d'animer une petite équipe de 10 personnes. Là, il y a Muriel Dubois qui est à côté de moi, qui travaille sur les violences sexistes et sexuelles. Et donc notre boulot c'est ça, tous les jours c'est aller lutter contre des préjugés, d'aller lutter contre des discriminations, faire en sorte que ça aille mieux dans une si grande entreprise. Et je peux vous dire que nous on a la chance d'avoir une présidente femme qui est très engagée sur ces questions-là, Catherine Guillouard. Mais ça suffit pas, l'implication du top management. Donc on va nous au plus près du terrain, on essaye de faire des formations, on publie des brochures, des guides. Et moi je suis vraiment très fier de faire ce job-là parce que la RATP c'est une petite France, 60 000 agents, avec un bassin de recrutement qui est très populaire. Et si on arrive à faire changer les choses à la RATP, ça veut dire qu'on peut faire changer les choses à l'échelle de la France. Donc moi j'y vois un signe d'espoir, ce qu'on arrive à faire. Tiens, d'ailleurs, on va parler un peu plus d'LGBT+ phobie. Quelles ont été les dernières actions menées au sein du groupe RATP ? Alors moi, il y a un truc dont je suis vraiment très fier, et je le dis vraiment sans fausse modestie, comme ça. On a publié cet été un petit guide sur la transphobie et les droits des personnes trans à la RATP. Et quand on a fait ça, au mois de juillet, Muriel, on se disait, on ne sait pas comment ça va être reçu, dans une boîte comme la RATP, avec de la maintenance, du travail de nuit, une culture très ouvrière, très industrielle. Et en fait, c'est passé très bien. Ça s'est passé très bien parce qu'il y a des managers qui nous ont dit « merci ». Vous répondez à des questions, on voulait faire des choses, on avait des collaborateurs qui étaient concernés, on ne savait pas comment en parler. Avec votre petite brochure, on sait à peu près comment faire, on sait qui appeler aussi, parce que nous on ne prétend pas être des spécialistes du sujet. Mais avec ça, ça montre aussi que parfois on est potentiellement nous-mêmes plein de préjugés. Voilà. Et je pense que ça montre aussi que parfois il ne faut pas grand-chose pour passer un cap. Et en tout cas, dans cette grande entreprise, je pense qu'on l'a passé, ce cap, avec une asso que tu connais bien, que tu co-présides d'ailleurs, Homo Mobilité, avec des personnes trans qui étaient concernées par ce sujet-là. On a réussi, je pense, à faire avancer la boîte. Et d'ailleurs, moi, j'ai plein d'entreprises qui me demandent cette brochure. Donc voilà, on n'a pas mis de droit d'auteur, on aurait peut-être dû d'ailleurs. Mais c'était, je crois, un truc très concret et très efficace. On retient, t'es un homme d'action. Ouais. Eh bien, on va aussi parler d'un autre homme d'action, c'est Pierre Mendès France. C'est aussi le sujet de ton dernier essai, le titre, Pierre Mendès France, la foi démocratique. Tu nous racontes le parcours politique de cet homme avant-gardiste. Brièvement, peux-tu nous raconter les grandes actions, les idées visionnaires de ce personnage ? Moi, je pense tout de suite à ce côté leadership qu'il avait, les équipes qu'il formait, notamment avec la place des femmes, qui à cette époque-là n'avaient pas le droit de vote, à une certaine époque, l'art des médias, la jeunesse, très importante, et l'immobilisme politique. Ça, c'est encore d'actualité. Oui, c'est tout ça à la fois, Pierre Mendès France et Pierre France France. C'est d'abord une certaine éthique de la politique et de la République. C'est l'idée qu'il n'y a pas d'un côté des grands discours démagogiques qu'on pourrait faire dans les campagnes électorales et de l'autre côté les petits actes qu'on pourrait prendre à la suite de tout ça. Pierre Mendès France, c'est vraiment la conviction qu'il faut mettre en accord ses actes et ses paroles. Et moi, je trouve ça très fort parce que dans une période qui est très troublée, où finalement la notion de vérité, on a l'impression que c'est pas très important, où finalement on peut dire tout et n'importe quoi, où les chiffres n'ont plus aucune valeur, on a là un homme politique, alors qui est un peu daté, parce que c'était quelqu'un qui a été chef du gouvernement dans les années 50. Et bien, on a quelqu'un qui dit gouverner, c'est choisir, gouverner, c'est assumer. Voilà mon programme politique. Et si ça ne vous plaît pas, ne votez pas pour moi. Donc il n'était pas du tout dans la séduction, il n'était pas du tout dans la com, comme on dirait. Il était vraiment dans une forme d'incarnation de ce que doit être une démocratie un peu athénienne, parlementariste. Et d'ailleurs, Mendès France était lui-même assez hostile à l'élection présidentielle au suffrage universel direct, parce qu'il y voyait une compétition de gestes théâtral. Donc il s'est beaucoup élevé contre ça, mais c'est aussi un homme qui a un bilan. Il a travaillé à la reconstruction de la France dans les années 44-45. C'est quelqu'un qui a fait la paix en Indochine à un moment où personne ne voulait assumer une défaite militaire. Donc on est en 54. C'est quelqu'un aussi qui propose une forme de décolonisation progressive avec la Tunisie, avec le Maroc. Et c'est quelqu'un, et bon, c'est un peu triste de le dire comme ça, mais c'est quelqu'un qui finit trahi par ses amis. Donc il chute au Parlement en 1955, et il lui manque une vingtaine de voix, et cette vingtaine de voix, c'est ses propres amis radicaux, élus à l'époque en Algérie française, qui le trahissent. Donc c'est un destin un peu
un peu triste, mais il y a 50 ans d'écrits qui peuvent beaucoup nous inspirer sur ce que doit être la démocratie et l'état de droit aujourd'hui. C'est un message que tu souhaites passer donc à quelques mois de l'élection présidentielle, façon de dire qu'on a besoin d'hommes comme ça. Ah bah oui, je l'ai écrit pour ça. Hein. Je l'ai écrit pour qu'on puisse redécouvrir une figure, une voix, une république moderne, une vision de l'Europe, une vision de la politique étrangère, une vision de la politique étrangère d'ailleurs qui est fondée sur des valeurs. C'est-à-dire que pour lui, l'objet de la politique étrangère, c'est la paix et c'est les droits humains. Et il n'y a pas les petits arrangements en ministère ou entre chefs. Il y a, pour la France, à devoir assumer cet héritage des Lumières et que ce ne soit pas uniquement des grands discours, mais qu'il y ait des actes derrière. Annabelle ? Allez, imaginons, j'ai le pouvoir de redonner vie à Pierre Mendès France. Il entre dans le studio. Toc, toc, toc. Entrez. Il nous rejoint, il s'assoit à côté de toi. Que lui dis-tu ? Alors d'abord, je lui dis merci. Et je lui dis surtout, reste, ne bouge pas, ne pars pas. Reviens, Mendès, on a besoin de toi. Essaye de convaincre là tous les fous furieux qui se présentent à l'élection présidentielle qu'on peut faire autre chose de la politique qu'un théâtre de marionnettes. Et voilà, lutter contre la guignolisation qui est à l'œuvre aujourd'hui, je pense qu'on en a grandement besoin. Merci infiniment Frédéric de t'avoir prêté au jeu de cette interview. Alors je rappelle le titre de ton dernier ouvrage, Pierre Mendès France, la foi démocratique aux éditions Bouquin. Alors dernière question à l'intention des auditrices et auditeurs d'Homo Micro, quand et où te retrouver pour une dédicace ? Alors pour ceux qui ont la chance de passer des vacances en Béarn et à Pau, je serai à Pau le 5 novembre, à Osgore dans les Landes le 6, très bel endroit aussi. Et sinon, nous ferons une belle conférence le 18 novembre à la Fondation Jean Jaurès. On fera un regard croisé, Léon Blum, Pierre Mendès France. Donc pour les amateurs d'histoire, venez, ça va être magnifique. Manque de peau, je n'y serai pas malheureusement puisque je serai à Paris. Mais on aura l'occasion d'acheter les livres et d'aller te rencontrer à Paris à la RATP pour te le faire signer. C'est possible ça. Absolument, la porte est grande ouverte. Tour de table, Nicolas. Oui, alors Mendès France est présenté comme visionnaire. Malheureusement, il faut noter qu'en 1974, quand il s'est présenté à l'élection présidentielle, ça n'a pas été vraiment couronné de succès. 69, pardon. Et aujourd'hui, quand on voit le paysage politique, effectivement, c'est pas ce que les gens ont l'air d'attendre. C'est dommage, hein, on peut le regretter. Mais est-ce que finalement, il n'est pas encore trop visionnaire ? C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment, il a finalement été réellement en accord avec son époque, sans présumer de la justesse de ce qu'il peut dire, mais on a quand même l'impression d'un manque de rendez-vous successifs entre la France et Mendès France. Oui, mais je ne crois pas que ça soit une règle historique. Enfin, c'est pas parce qu'il y a eu des rendez-vous manqués que sa pensée n'est pas pertinente. Et Pierre Mendès France, je pense qu'il faut aussi le sortir de cette figure un peu morale. Moi, je ne voudrais pas laisser croire que parce qu'il a été honnête, parce qu'il a dit la vérité, forcément il a perdu. Il a aussi perdu pour des raisons tactiques, parce que Mitterrand choisit l'alliance avec le Parti communiste, là où Mendès pense que c'est pas possible. Donc il y a aussi ça, mais je voudrais pas croire que c'est un message complètement plein de nostalgie et que je rêve d'un monde perdu qui pourrait pas exister. Antoine ? Oui, moi je voulais revenir sur la DILCRA et à propos de la Hongrie et de la loi du 15 juin 2021 qui tend à éloigner les plus jeunes de toute représentation homosexuelle dans les livres d'enfants, dans les manuels scolaires, etc. Et j'ai vu que dans le plan d'action de la DILCRA, il y avait, Action 39, lutter contre de nouvelles législations LGBT-phobes, y compris au sein de l'UE. On y est en plein. Qu'est-ce que la DILCRA a pu faire ou fait encore, je ne sais pas, qu'elle a pu entreprendre comme action dans ce sens-là, enfin pour lutter, pour éviter, pour combattre ? Alors je vais vous donner un exemple très concret. On avait écrit avec mon homologue ambassadeur aux droits de l'homme, François Croquette, qui travaille aujourd'hui à la ville de Paris, à l'ambassadeur de Hongrie en France. Parce qu'avant cette loi-là, il y en avait une autre qui réprimait... alors, je ne sais pas si c'était c'était les personnes trans. Alors, je ne sais plus comment c'était libellé dans la loi hongroise. Sur les trans, oui. C'était sur les trans. Oui. Je ne sais plus comment ils avaient rédigé leur truc.
mais c'était dans la Constitution, et donc nous on avait fait une lettre d'ailleurs à l'ambassadeur, et en fait on l'avait montré à personne avant, on l'avait pas montré à nos ministères respectifs, et on l'avait fait fuiter à têtu, parce qu'évidemment on sait faire les choses nous quand même, et du coup l'ambassadeur de Hongrie était fou furieux, parce que voilà, il y avait vu une attaque en règle, parce qu'évidemment le courrier était quand même assez explicite, et il avait demandé rendez-vous, et donc on s'était retrouvé au ministère des Affaires étrangères avec l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Hongrie en France, qui essayait de nous expliquer que sa loi n'était pas transphobe et pas homophobe. Et je crois que c'était un de mes meilleurs moments de rigolade, en fait, de voir cet ambassadeur essayer d'expliquer que sa loi n'était pas transphobe. Mais qu'est-ce que ça a eu comme effet, en fait? Qu'est-ce que la DILCRA a pu faire? Je crois que ça a permis. Ou ne pas faire. Non, mais je crois que ça a permis de sensibiliser sur le fait que ce pays était, que Orban était homophobe, transphobe, etc. Ça a permis aussi de mettre cet ambassadeur en situation de difficulté, parce qu'il était soutenu aussi par quelques personnalités de la vie politique française. Mais après, c'est la vie démocratique hongroise, polonaise, russe, quoi. Hein. Donc là, on est aussi nous limités par nos propres. C'est la démocratie. Par ça, voilà, par périmètre d'action. Oui. On a un secrétaire d'État aux affaires étrangères, Clément Beaune, qui est assez actif, qui assume les choses, donc ça c'est bien. Mais c'est un combat qui est difficile, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. Moi je suis toujours effrayé de voir qu'il y a toutes ces régressions en Europe de l'Est sans qu'on puisse vraiment y remédier. Tout à fait. C'est un exercice de modestie aussi, hein, vous savez. Aussi. Lorsqu'on voit ton parcours, une petite question, peut-être qui va déranger, peut-être pas. Tu serais tenté un jour par faire de la politique? La politique. J'en fais déjà un peu à ma façon et d'une certaine manière avec ce que je fais à la Fondation Jean Jaurès. En fait, il y a plusieurs moyens de s'impliquer. Hein. Je pense que les présidents d'assaut, eux aussi, présidents d'assaut LGBT, ils font eux aussi à leur manière de la politique. Et donc moi, je n'oppose pas la politique parlementaire qui serait forcément... sale et la vie associative. Moi, je pense que les deux doivent s'irriguer, et donc je fais un peu de politique sans être élu. Merci en tout cas, Frédéric Potier, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Annabelle d'avoir proposé Frédéric Potier. Alors, lisez surtout le livre Pierre Mendès France, La foi démocratique, aux éditions Bouquin. Facile à retenir. C'est facile à retenir. Et surtout, vivement le retour parmi nous pour nous parler d'autres projets. Avec grand plaisir, et j'espère qu'on aura plein d'autres événements à célébrer ensemble. Merci à tous les deux, Annabelle et Frédéric. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nathan, on passe à la musique. Quelle est la programmation ? La programmation, ce soir, elle est très intéressante parce qu'en fait, j'ai décidé de choisir un morceau du coup qui rendait hommage à la RATP. Et j'ai pris un morceau qui... on va dire, est plutôt récent, parce que forcément, j'ai cherché des titres, il y en avait plein, j'en ai pensé à un, c'était du coup Le Poinçonneur des Lilas, forcément, mais je me suis dit que c'était pas nécessaire et qu'il fallait plutôt choisir quelque chose d'original. Donc, du coup, en originalité, j'ai choisi un morceau d'un certain Alex Baupin, dont le morceau s'appelle Sur toute la ligne, et en gros, il rend hommage aux différentes stations par lesquelles il est passé durant, du coup, ses amours et sa jeunesse. Et donc voilà, je vous la passe en ce moment. 5 à 7 le dimanche, à Blanche. Plan baise à Père Lachaise, Tripervers à Anvers. Une jeune fille en sandales, Pigalle. Un garçon à Avron, des jumelles à Courcelles. De Dauphine à Nation, de Nation à Dauphine. Je t'ai trompé sur toute la ligne. De Dauphine à Nation, de Nation à Dauphine. Je t'ai trompé sur toute la ligne. Un oreiller souillé à Villiers. Tout ça dos à Monceau, tout docile à Belleville. Je suis d'une reine le trône à Couronne.
d'un prince le cheval à étoiles, de dauphine à nation, de nation à dauphine. Je t'ai trompé sur toute la ligne. De dauphine à nation, de nation à dauphine. Je t'ai trompé sur toute la ligne. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tu dis, en pleurant quel gâchis, place de Clichy. Ainsi que tu me laisses à Barbès, que tu me laisses choir à Barbès. Rochechouart, de dauphine à nation, de nation à dauphine. Je t'ai trompé sur toute la ligne. De dauphine à nation, de nation à dauphine. Je t'ai trompé sur toute la ligne. De dauphine à nation, de nation à dauphine. Je t'ai trompé sur toute la ligne. De dauphine à nation, de nation à dauphine. Je t'ai trompé sur toute la ligne. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Toujours avec Annabelle qui va nous joindre dans un instant à la campagne pour tout vous dire, notre invité qui s'en va, Frédéric Potier. Tout à l'heure, vous écouterez, nous entendrons Nicolas Rividi. En fin d'émission, nous retrouverons bien sûr Antoine Duvignal. En régie pour réaliser cette émission, Nathan, accompagné de Mathieu. Et tout de suite, sans tarder, j'écris ton nom avec Valérie Beau. Et lequel ? Alors, aujourd'hui, je vais écrire le nom de Klaus Mann, comme je voulais annoncer. La vie de Klaus Mann est indissociable de celle d'Erika Mann, sa sœur. Ils se font facilement passer pour jumeaux. Ils écriront ensemble 4 livres. Ce sont les enfants terribles de l'écrivain Thomas Mann. Erika et Klaus sont nés en 1905 et 1906. Si cette chronique est consacrée à Klaus, la prochaine le sera à Erika. Klaus, un écrivain qui doit se faire un prénom. Voici le début de son autobiographie. Où l'histoire commence-t-elle ? Où notre vie individuelle prend-elle sa source ? Quelles aventures, quelles passions englouties ont modelé notre être ? D'où viennent les traits, les tendances multiples et contradictoires dont est fait notre caractère ? En 1924, à Berlin, il publie un recueil de nouvelles. Il témoigne à ce propos. J'avais aussi choisi un titre, Avant la vie, qui avouait clairement que ma vie n'avait en fait pas encore commencé. Je ne trouvais pas avant la vie pleine de curiosité gourmande, mais aussi de respect devant ses menaces, ses promesses, ses possibilités infinies. En 1926, Klaus Mann a 19 ans. Il publie La danseuse pieuse, considéré comme le premier roman ouvertement homosexuel de la littérature allemande et déclenchant un véritable scandale. Il nous livre la vie telle que je la considérais et la concevais, c'était cela avant tout, une errance sans trêve ni repos, une quête, une aspiration du cœur,
Un bref bonheur sensuel, une jeunesse qui n'admet pas plus de préjugés moraux que d'attaches sociales ni de dogmes politiques, jouit et souffre de l'existence terrestre comme un mystère plein de couleurs et d'animation, qui porte en soi sa justification et son sens. Le comprendre n'est pas possible. On ne peut que justement en souffrir et en jouir. Il devient critique dans un journal berlinois, dans le Berlin des années 20, amoureux de théâtre, fou de théâtre. Un critique était un homme prestigieux, un personnage respectable, dit-il. L'ouvrage « À travers le vaste monde » en 1928 est une commande. Ce sera un voyage littéraire avec Erika. Mais la montée du nazisme le pousse à l'exil. Le 30 août 1933, je quittais Berlin tôt dans la matinée, comme poussé par un sombre pressentiment. Mal éveillé, de mauvaise humeur, c'est à peine si j'eus un regard pour la ville engloutie au petit matin. Ce aurait été mon dernier regard sur Berlin, mes adieux. Je quittais Berlin sans lui dire adieu. Il parcourt l'Europe et crée une revue contre le nazisme. Il répète « Nous rassemblons ceux qui aspirent à un avenir humain et non à l'apocalypse. » Il est rapidement déchu de la nationalité allemande. En exil, il écrit au rythme d'un roman par an et commence par « Fuite vers le nord ». En automne 1936, ils partagent leur situation. On marchait sur un sol volcanique et peu sûr. Plus le Troisième Reich gagnait en puissance et en prestige, et plus la position des antifascistes allemands devenait précaire. Dans le pays même, comme en dehors, en exil. Partout, on nous faisait sentir que nous n'étions que supportés. Pour combien de temps encore ? Erika et Klaus partent pour les États-Unis. Il sera officiellement naturalisé en américain en 1943. Engagé dans l'armée américaine, il participera aux actions de libération et découvrira un camp de concentration. L'après-guerre est difficile. Les écrivains de l'exil sont méconnus dans leur pays. En 1949, il se suicide à Cannes à l'âge de 49 ans. Quelques mots encore de lui. Klaus s'interroge sur son identité, sur ce qu'il nomme dans un article publié en 1947 « Le problème de la langue ». On peut perdre sa patrie, mais pas la langue maternelle, et le bien inaliénable de la patride. Je fais partie du nombre de ceux qui ont osé faire le grand saut, c'est-à-dire qu'il finit par écrire en anglais et il se questionne. En arrive-t-on à une situation où l'on devient étranger de sa propre langue maternelle sans jamais tout à fait être familiarisé avec sa nouvelle langue? Triste. Tour de table. Merci pour cette page d'histoire, Valérie. Nicolas? C'est toujours excellent, toujours novateur, on découvre toujours plein de trucs. Enfin voilà quoi, moi j'ai écouté, c'était génial. Il y a une rue Thomas Mann à Paris, jamais je ne me suis posé la question de savoir s'il avait des enfants, si ses enfants avaient fait quelque chose et tout. Voilà la réponse. Pourquoi le thème de ce soir? Eh bien, une chronique en entraîne une autre. Donc, j'ai traité il y a peu la chronique d'Anne-Marie Schwarzenberg, qui était tombée amoureuse de sa sœur, Erika Mann. Et je connais Thomas Mann comme écrivain, mais j'avais croisé le nom de Klaus Mann sans vraiment le connaître, et ça m'intriguait. Et voilà, et donc j'ai lu son autobiographie, et j'ai voulu faire une chronique originale des citations que l'on trouve nulle part. Excuse-moi, je t'ai volé ta question, peut-être. Ouais, Annabelle. Je vais en retrouver une. Tu n'as pas de questions à poser? Non, parce que moi j'étais très intéressé, et voilà, j'ai appris des choses. Merci en tout cas pour cette page d'histoire. Tu as déjà une idée pour la prochaine? Eh bien oui, Erika, sa sœur. Ouais. Et puis j'ai envie de lire ce premier roman de la littérature allemande sur l'homosexualité. Et je pense que j'en ferai une chronique aussi, ultérieurement. Merci Valérie. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Nous allons passer maintenant à la chronique de notre ami Nicolas Révidi, le plus de l'actu. Alors ce soir, Nicolas, tu reviens sur le suicide de Dina, 14 ans, survenu à Mulhouse dans la nuit du 4 au 5 octobre dernier. Oui, Brahim, j'ai eu la chance de passer ma vie d'adolescent à fermer mes paupières en sachant qu'elles se rouvriraient le lendemain. Pour Dina, les yeux sont clos à jamais. Plus un rayon de lumière ne viendra frapper sa rétine pour faire exploser la pulpe
De son génie, oui, parce que notre pays a peut-être perdu une prix Nobel de médecine, une autrice reconnue, une ténor du barreau ou encore une mécanicienne d'exception. Bref, quand un gamin ou une gamine meurt, a fortiori quand cela vient de la décision de mettre fin à ses jours, c'est une branche de l'avenir qui s'éteint et avec elle, tous ses rameaux à naître. Dina a été retrouvée pendue dans sa chambre par ses parents. Je veux d'abord leur exprimer, même s'ils ne nous écoutent pas, notre profonde sollicitude ainsi que notre amitié, parce que le traumatisme semble tellement indépassable que sa famille doit savoir que nous sommes en fraternité et que nous partageons de ce fait un peu de leur peine. Nous voudrions aussi leur souhaiter du courage, non pas uniquement dans l'épreuve qu'ils traversent en ce moment, mais aussi dans celle à venir avec le temps judiciaire, car ses parents ont décidé courageusement de démontrer que Dina a mis fin à ses jours à l'issue de 2 longues années de harcèlement vécu dans l'enceinte même de son établissement scolaire. Bien sûr, les cas ne manquent pas, ils ne se soldent pas, heureusement, toujours de façon aussi cruelle, mais les séquelles sont souvent nombreuses et les langues ne se délient pas facilement. Il faut ajouter que Dina a déjà tenté de mettre fin à ses jours l'année dernière, qu'à l'époque, certaines de ses harceleuses présumées lui avaient même souhaité de ne pas se rater lors d'une tentative prochaine. Il y a de la violence, mais il y a aussi de l'impunité. La mère de Dina, Samira Gontier, ne tarit pas d'exemples de situations à l'occasion desquelles sa fille a subi les assauts d'anciennes amies. Les insultes ne sont pas anodines. Dina leur avait confié être intéressée par les filles. J'ajoute plus que par les garçons, pour que tout le monde comprenne bien de quoi il est question. Sale arabe, sale lesbienne, sale métisse, bref, le cortège habituel de saloperies conçu par les parents, annonné par les enfants, avec les conséquences que l'on devine aisément. Malgré tout, la justice est prudente et Jean-Michel Blanquer, improbable ministre, a d'ores et déjà annoncé qu'il n'y avait pas de laxisme à déplorer. Dina, elle, est morte et c'est définitif. En vertu de la présomption d'innocence, et même si les faits sont terribles, il est normal aussi de ne pas désigner comme coupables des personnes ou des institutions qui ne le sont pas vraiment. Si l'on peut entendre évidemment que la justice soit prudente et que le temps de l'enquête permette aussi que les faits soient décortiqués comme il convient, il est inadmissible en revanche que le ministre de l'Éducation nationale statue d'emblée sur la responsabilité de l'établissement ou de ses personnels. En faisant ça, tout en mettant les formes et le miel auquel il nous a habitués, Blanquer se substitue à la justice et expédie l'affaire. Circuler, il n'y a rien à voir. Certes, le fait est horrible, la famille mérite notre soutien, mais bon, que pouvons-nous y faire ? Je ne produirai pas ici le verbatim de l'interview qu'il a donné sur Europe 1 dans le cadre de cette affaire, mais les propos sont édifiants. Ces faits ne sont pourtant pas isolés, alors que nombreux sont ceux qui voudraient les reléguer au rang d'anecdotes malheureuses. La MAE, la Mutuelle Assurance de l'Éducation, nous apprend que sur les 12 millions d'élèves qu'accueille l'école en France, 700 000 pourraient être victimes de faits de harcèlement à différents niveaux, soit 6%. Cela représente, pour vous donner une idée, entre de 1 à 3 élèves par classe. Visiblement, ça n'a pas l'air de faire sourciller le ministre qui, comme ses prédécesseurs, se borne à défendre l'institution. En cela, et toute proportion gardée, se passe avec l'école ce qui se passe avec la police. Incapable de reconnaître des faits minoritaires mais très préoccupants, les ministres de tutelle préfèrent être avocats plutôt que chefs. En effet, les ministres ne sont pas rincés à brosser dans le sens du poil les administrations dont ils ont la tutelle. La faiblesse tant intellectuelle qu'idéologique de ces énergumènes offre souvent aux harceleurs scolaires ou aux flics meurtriers les premiers fondements de leurs basses œuvres. Il ne s'agit pas ici bien sûr d'accabler les personnels de l'éducation nationale qui, avec des moyens dérisoires, font déjà énormément. Ce serait un faux procès que de faire croire qu'ils n'auraient que faire de ces questions. Ils les gèrent comme ils peuvent et désamorcent, plus souvent qu'on ne le croit aussi, des situations qui pourraient basculer dans le drame que vit la famille de Dina. En revanche, il n'y a pas à craindre la vérité, à craindre que des enseignants, des CPE, des chefs d'établissement, voire des recteurs, soient condamnés parce qu'ils n'auraient pas pris la mesure d'actes se déroulant sous leur nez, ou même, dans certains rares cas documentés, avec leur accord tacite. La société se grandit toujours lorsqu'elle accepte avec humilité ses échecs, lorsqu'elle reconnaît avec franchise les victimes et qu'elle a pu engendrer pour tenter de faire en sorte qu'elles soient les dernières. Je déteste les gens qui répondent à l'horreur en disant que rien ne peut être fait. Ce défaitisme est assassin. C'est de manches retroussées dont le monde a besoin et pas de pantalons baissés. Et quelle solution alors peut-on mettre en œuvre pour éviter d'autres drames à l'avenir, Nicolas ? Eh bien d'abord, arrêter de chercher à nier ou à amoindrir les responsabilités si elles existent. Ensuite, il convient de renforcer les moyens humains pour l'accompagnement des élèves. La voie judiciaire aussi peut être engagée en prenant en compte la responsabilité pénale des personnels en cas de non-dénonciation de faits de harcèlement dont ils auraient connaissance,
comme la loi les y oblige. En effet, les faits doivent être immédiatement signalés au procureur. Donc il y a des possibilités. Il ne serait pas inutile non plus d'engager la responsabilité pénale de l'État en instaurant une mise en examen automatique de l'État, justement en cas de suicide de personnes mineures. Enfin, c'est admettre une bonne fois pour toutes que tout ce qui peut être perçu pour de la chamaillerie par certains adultes peut avoir des conséquences dramatiques pour les ados qui sont, du fait de la période qu'ils et elles vivent, particulièrement vulnérables. En cela, des ateliers existent par exemple pour faire parler des harceleurs et des harcelés, afin que les premiers comprennent en quoi ils sont toxiques pour les seconds, et leur montrer aussi quelquefois qu'ils peuvent cumuler les deux rôles, bourreaux de certains et victimes d'autres. Et le plus de l'actu ce soir, Nicolas? À l'école primaire, il y a eu un connard pour me pourrir la vie. Au collège, il y en a aussi eu. Au lycée, un mec mal dans sa peau m'avait surnommé Rikiki, avec un jeu de mots très astucieux sur mon nom de famille. Elle avait tagué jusque sur les panneaux publicitaires du RER. Quand même, il existe des choses ahurissantes. J'ai toujours eu l'impression de leur être très supérieur. Peut-être ont-ils du remords. J'ai regardé passer les trains, les accros dans les rails se sont estompés. Je n'en ai jamais vraiment parlé. J'ai eu la chance d'être équipé d'un caractère bien trempé, en tout cas suffisamment pour contourner les obstacles. Je mesure aujourd'hui à quel point je suis privilégié. Cela fait 39 ans que mes paupières s'ouvrent chaque matin. Fermer les yeux, c'est inévitablement en fermer d'autres. Un petit tour de table, Valérie? Déjà, toujours bravo pour tes chroniques parce que c'est rudement bien écrit et sur le fond, sur la forme, bravo. Pour ma part, je suis peut-être un peu plus âgée que toi et je sentais l'opprobre autour de moi. J'ai préféré passer sous les radars. J'ai toujours eu peur au collège de dire que je pouvais être attirée par les femmes, par les filles. Et je me suis dit, si jamais j'ouvre ma bouche et je le dis à une seule personne, je ne sais pas ce qui va me revenir. Et effectivement, j'ai pas eu le courage de dire à une copine de dire quoi que ce soit. Moi, je ne l'ai jamais dit. Une fois, j'ai dit d'un mec qu'il était beau. Et objectivement, il était magnifique, ce garçon. C'était au collège. Et j'ai senti immédiatement les regards se poser sur moi. Et exactement ce que tu disais. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est bon, tu n'en parles pas. En fait, il ne faut pas en parler. Sinon, qui sait ce qui va arriver, quoi. Voilà, on a vécu une autocensure et sachant que lorsqu'on est implanté quelque part, que sa famille habite sur un territoire donné, j'étais en province, on sait très bien que si on commence à avoir une étiquette ou quelque chose qui est gravé sur nous, on va le porter comme une croix pendant des années. Effectivement. Moi, toute ma vie, j'ai dû me taire malheureusement. Antoine? Oui, moi, juste une petite chose. Cette adolescente, Dina, hein, c'est ça. Est-ce qu'elle s'était ouverte de son orientation sexuelle à ses parents, à sa mère, à son père? Autrement dit, je veux dire par là, est-ce que la famille n'a pas été en mesure de l'aider? Voilà, elle s'est suicidée. Et, est-ce que la famille était au courant ou pas? Je sais pas du tout. En fait, je ne sais même pas si elle était lesbienne ou voilà. Enfin, le drame de tout ça, c'est que en fait, c'est une période de la vie où on se cherche, où on devrait pouvoir s'ouvrir éventuellement, de dire peut-être je suis attiré par les filles plus que par les garçons, peut-être par les deux. Finalement non. Enfin, sans que ça ait ces conséquences-là en fait. Donc je ne sais même pas si sa famille était au courant. Et je pense que c'est même pas le. Sa famille aurait peut-être pu l'aider, mais il y a d'autres cas où manifestement les parents sont en soutien et où ça ne suffit pas à encaisser le flot de haine que ces gamins se prennent en travers de la figure. Voir les parents hostiles, justement. Et voir les parents hostiles aussi. Annabelle? Tu complètes talentueusement la chronique que j'avais faite sur santé LGBT des jeunes à l'école. C'était ce printemps. Et c'est vrai qu'il y a une action qui manque encore, hein, toujours, on le voit, c'est de sensibiliser. Mais aussi bien les enfants, les jeunes, et ça depuis le plus petit jeune âge. Alors c'est vrai qu'il y a quelques formations hein, qui peuvent se faire via le biais d'associations. Et puis il y a les professeurs aussi, les instituteurs, les institutrices qui nécessitent une formation. C'est implacable, il faut qu'ils arrivent à déceler quand il y a discrimination, quand il y a harcèlement, pour mettre en branle des armes, enfin pas des armes, mais des moyens, voilà. Et puis aussi qu'ils soient au courant, s'ils font pas ça, quelles sont les peines encourues. Car tout ça est puni par la loi. Il y a un très gros travail de sensibilisation à faire dans l'éducation nationale. Hein. Si je peux juste rajouter un petit truc, dans le cas de Dina, manifestement, il y avait eu une tentative de suicide il y a 1 an, c'était un peu après le confinement.
que cette tentative de suicide. Alors, je n'ai pas trouvé de traces d'action qui ait été mise en œuvre à ce moment-là, dans l'établissement et tout. Donc, je parle au conditionnel. Mais s'il n'y a rien eu qui a été fait, c'est déjà très problématique. On ne peut pas se satisfaire qu'une enfant de 13 ans à l'époque tente de mettre fin à ses jours et retourne dans l'établissement, visiblement du fait de faits de harcèlement que sa famille dit qu'elle a subi, et retourner dans l'établissement au mois de septembre comme si de rien n'était. Je veux dire, à un moment, il faut quand même qu'il y ait un accompagnement. Alors ça renvoie à la question des moyens, mais ce que tu sous-entendais aussi, c'est-à-dire le fait que bien souvent, ne serait-ce que pour faire les formations et tout, il faut des moyens. Il faut des moyens pour payer les formateurs ou les formatrices, il faut des moyens pour les locaux, il faut éventuellement aussi des moyens pour avoir des personnes relais dans les établissements qui soient à même aussi de gérer ces cas. Il faut savoir que je crois que dans le 93, il y a une infirmière scolaire pour 30 établissements, où c'est complètement lunaire. Enfin, donc il n'y a pas d'infirmier ou d'infirmière scolaire. Donc rien que ça, c'est quand même incroyable comme truc. Merci Nicolas. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Retour à la musique pendant 2 minutes, cher Nathan. Oui, où commencer déjà ? On va dire, il y a déjà eu beaucoup de nouvelles un peu tristes avec ce que vient de nous raconter Nico. Mais bon, on va se dire, on va mettre plutôt la bonne ambiance et on va passer un super morceau de Katy Perry. C'est un de ces morceaux, on va dire, qui l'a propulsé sur la scène internationale et qui, aujourd'hui, on va dire, représente pas mal des fois certaines relations amoureuses. Et puis oui, cette chanson, bien sûr, elle est dédicacée aussi à toutes les personnes qui sont indécises sur certains choix qu'ils font. Et donc du coup, voilà, je vais vous passer cette magnifique chanson qui est Hot and Cold de Katy Perry.
Le cercle des chroniqueurs. Et on termine cette émission avec, il y a eu du mouvement et ça a échangé pas mal autour de cette table. Et on termine cette émission, la chronique histoire avec Antoine Duvignal. Alors, voilà, bien longtemps que tu ne nous as pas parlé de la vie intime des grands personnages de l'histoire. De qui nous parles-tu aujourd'hui pour ce retour dans ta galerie des grands hommes, Antoine ? Malheureusement, les propos sur Pétain d'un certain polémiste qui monte dans les sondages m'ont refait penser à ce triste sire et à son arrivée au Maroc en 1925 pour réprimer la révolte du Rif. Voilà. Arrivée qui eut pour conséquence de dépouiller in fine ce pauvre maréchal Lyautey de ses commandements militaires. C'est Lyautey qui est intéressant, en particulier quand on parle de sa vie intime. Ce sera, lui, le sujet de cette chronique. Alors rappelle-nous justement qui était Lyautey pour celles et ceux qui ont oublié ou qui ne savent pas. Eh bien, Lyautey est un grand et brillant militaire. Maréchal de France, ministre de la guerre, on disait ça à l'époque, en 1916, et accessoirement académicien. Il a fait une grande partie de sa carrière dans les colonies, et surtout au Maroc, dont il a été le premier résident général. Il le quitte en démissionnant fin 1925, car on lui avait retiré donc le commandement des troupes françaises pour les confier au vilain Pétain. Que savons-nous exactement des amours de ce grand militaire, Antoine ? Par chance, il nous a laissé un journal. Un journal qui laisse peu de place au doute quant à ses amours et à sa vie sexuelle. Car très tôt, ses orientations apparaissent et il est encore à Saint-Cyr, il a 21 ans, quand il note ses premières émotions. Alors, je cite, « Froideur avec K, puis expansion, aigreur avec M, puis tendresse, tendresse au pluriel, brouille avec R, puis réconciliation. Oh, que je souffre. Pourquoi ? Grande sensibilité, on le voit, mêlé de tourments. Il sort de Saint-Cyr sous-lieutenant à 22 ans, déjà déchiré entre sa foi religieuse et ses orientations sexuelles. En juillet 1877, il écrit « J'apprends que mon ami si aimé est à Reims à la même heure que moi, sans qu'un mot de lui m'en avertisse. » Et en août de la même année, à propos de son ami Prosper, « Voilà un garçon qui est tout ce que j'aime. Je me colle à lui, je le persécute. Je le fatigue de mon affection expansive, et voilà 18 mois que cela dure. Pourtant, je suis sûr qu'il m'aime. » Bon, alors, comprenez, j'ai fait tout ce qui est possible pour le séduire, mais il n'ose pas se déclarer. Parti pour l'Algérie, l'année suivante, il y découvre les plaisirs du hammam. Il note « Ces beaux gaillards nus qui vous déshabillent, c'est l'extase. » Enfin, nus jusqu'à la taille, règle impérieuse des hammams. Mais ce pauvre Lyautey doit faire de gros efforts pour se convaincre que sa foi est compatible avec ses penchants. Il écrit « Cet amour est un élan chrétien, une grâce surnaturelle. » Toujours plus précis dans son journal au fil du temps, il écrit en 1886, il a 32 ans. « Un jeune sous-lieutenant qui me plaît si fort est venu de 10h à 2h du matin me réchauffer de sa sève chaude et riche. » Alors tout cela est assez explicite, mais alors comment réagit sa famille ? Est-elle ignorante de son orientation, Antoine ? Lyautey vient d'une famille de la bonne bourgeoisie de province, une famille d'officiers catholiques, très conservatrice. Et le jeune Hubert est marqué par ce milieu, c'est un catholique pieux et convaincu. Les tensions et les déchirements intérieurs sont immenses, mais les tensions avec ses parents sont bien présentes, elles aussi.
À 32 ans, il est promu capitaine de cavalerie et sa famille commence à s'inquiéter en constatant qu'il est toujours célibataire. Son père le pousse au mariage et lui propose un parti. Mais il refuse. Il écrit, empli de culpabilité, « Je navre ma famille en n'assurant pas la transmission. » Un an plus tard, affecté à Saint-Germain-en-Laye, il renoue avec la vie mondaine. Il rencontre une certaine Louise, qui en tombe follement amoureuse et qui pense mariage. Que nenni! C'est hors de question. Quelque temps plus tard, il lui écrira « Oh, je ferai un mauvais mari, je vous aurai préparé d'amers regrets et de cruelles déceptions. » Ce ne sera qu'en 1909, à 54 ans, qu'il finira par se marier. Il épouse alors Inès de Bourgoin, 47 printemps, veuve du capitaine, écoute, ouvrez bien vos oreilles, veuve du capitaine Fourtou, avec laquelle il n'eut vraisemblablement aucune relation sexuelle. Il l'appelle d'ailleurs la veuve Fourtou. Un nom prédestiné qui n'aura pourtant pas porté chance à cette malheureuse. C'est finalement une vie sentimentale et affective vraiment tiraillée, difficile, surtout pour son époque, non? Oui, avec de la mélancolie, du refus. Heureusement qu'il est vite rattrapé par le désir et la sensualité. Il a de beaux moments. Dans une période de doute, avant qu'il ne se marie, un garçon le tire de sa mélancolie. Le sous-lieutenant Black Belair. Ça claque, ça, hein, Black Belair. Il note dans son journal un admirable, je cite évidemment, un admirable modèle d'homme, un physique que je compte travailler. C'est un réchauffant garçon, plein de sève, et encore. J'ai toujours aimé les plus jeunes quand ils sont aptes. Des compagnons dont on garde la suprême jouissance de la direction. Je ne travaille bien qu'avec des gens avec lesquels je couche. Plus tard, juste avant de se marier, après qu'il ait été nommé haut commissaire au Maroc en 1909, il rédige une lettre d'adieu dans laquelle il annonce son suicide. Une pensée bien sombre, heureusement pas suivie d'effet, mais qui révèle une profonde crise psychologique où l'on pourrait lire une immense culpabilité, celle de ne pouvoir concilier religion et amour masculine. Et alors tout cela ne le gêne pas dans sa carrière militaire? Et non, Lyautey fait une très brillante carrière quand même, hein. Il a même été ministre de la guerre. J'en parlais plus tôt. Peu de temps, 15 semaines. Bon, c'est un petit contrat, car son goût de l'autorité s'avère peu compatible avec les habitudes parlementaires. Il démissionne en 1917, mais sa réorganisation de l'armée ouvre la voie quand même à Clémenceau qui obtient la victoire. Clémenceau, nous y voilà, qui disait à propos de Lyautey, « Il a des couilles au cul, mais ce ne sont pas les siennes. » Non. Et tout ça, c'était vraiment notoire, Antoine? Disons que dans beaucoup de milieux, cela se savait. Ses opposants politiques ne se privaient d'ailleurs pas de faire allusion à ses côtés féminins. Si l'on en croit les contemporains, il semblerait même que Lyautey ait eu un tic de folle. Oui. Puisqu'il mettait au féminin ceux qui lui déplaisaient. Avec lui, Pétain devenait la vilaine. Que n'aurait-il dit en 1942 ? Son orientation sexuelle, en tout cas, ne l'empêchera pourtant pas d'être couvert d'honneur, ni d'avoir droit à de grandioses funérailles nationales. Merci la vilaine, c'était en tout cas super. Merci la vilaine. Et alors ça c'est pas gentil. Non, hein. C'est pas gentil. Merci. Tu serais tombé amoureux de Lyautey si peut-être, ouais. Parce que c'était un beau garçon quand même, jeune en tout cas, bien sûr, comme pour tous. Valérie? Les archives, justement, son journal a été publié, on a des traces publiques? Oui, bien sûr. Oui, le journal. Oui, tout ça est tout à fait authentique, sourcé, et absolument. Et son journal existe bien aux archives. Oui, tout à fait. Heureusement, puisque ça aurait été un pur exercice d'imagination. Non, mais du coup, c'est publié et nos auditrices, auditeurs peuvent très bien acheter la correspondance ou la consulter en bibliothèque. Oui. C'est tout à fait envisageable. Il y a aussi un livre
d'Arnaud Tessier, qui s'appelle Lyoté chez Perrin. Bon, un livre de Benoît Méchin, le vilain, lui aussi, qui s'appelle Lyoté l'Africain. Et puis Jean Cocteau, dans son journal, qui en parle aussi. Mais sinon, le journal de Lyoté est aux archives. Ça n'a pas été publié in extenso. D'accord. Merci pour cet éclairage. C'est fini pour ce soir. Merci de m'avoir accompagné. Merci Annabelle, on voudrait entendre ta voix pour... Merci à toi, Brahim. Et à très vite. Ouais. Valérie, au revoir, à bientôt. À très vite. À très vite. Au revoir Antoine. pour d'autres aventures. Et Nicolas, à très bientôt. Salut tout le monde. Aussi. Merci à la réalisation Nathan, qui a été accompagné par Mathieu, qui va revenir parmi nous. Et bientôt, ils se retrouveront à 3 en régie. En attendant aussi, Amy. On vous embrasse, passez une bonne semaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.